Merci beaucoup, bonsoir à tous. Donc on va reparler de migration assistée avec une vision peut-être un peu plus mise en œuvre, un peu plus gestionnaire. Donc je suis chargé de sylviculture à la direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes, donc on centrera peut-être un petit peu certains exemples sur les territoires dont j'ai l'habitude. Donc je suis dans un réseau, je pilote de certaines thématiques, sylviculture et changement climatique, voilà, au sein de cette direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes. Donc cette migration assistée d'essences exotiques, on en a déjà parlé, on va préciser un petit peu certaines choses, on va parler de complexes d'espèces, on va parler de continuité des écosystèmes, mais pour introduire tout ça, je pense que c'est important de reparler le cadre d'action en forêt publique, et notamment en forêt publique d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour montrer en quoi cette option elle s'insère dans un panel d'options d'adaptation des forêts au changement climatique, et en quoi elle est intéressante. On va essayer de dérouler un petit argumentaire. Donc on va parler de ce cadrage, et ensuite on parlera un peu plus de l'argumentaire migration assistée. Donc le cadre d'action, déjà, on peut passer, je le ferai en déroulant les différentes parties. Pourquoi agir? Là encore, on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, en tout cas par rapport à ce qui a déjà pu être dit lors de la table ronde. Pourquoi agir pour l'adaptation des forêts au changement climatique? Avec un certain nombre d'incertitudes, mais des observations. La vitesse d'évolution du climat, elle est inédite et supérieure aux vitesses de migration naturelle des espèces forestières observées. Là, on en a l'illustration avec le schéma là, qui est issu de travaux qui avaient été repris dans le GIEC, dans le précédent rapport, où on voit une vitesse de migration naturelle qui est, dès qu'on est dans des scénarios qui sont tendanciels, avec des émissions importantes qui sont bien supérieures à ce qu'on a pu observer de migration naturelle des arbres. Une méconnaissance des vitesses de mécanismes génétiques d'adaptation, notamment dans période de risque, en période de crise, excusez-moi. Les arbres, comme les écosystèmes associés, subissent ces changements et d'un point de vue gestionnaire, et notamment forêt publique, toutes les fonctions de la forêt sont impactées par les changements climatiques. Biodiversité, production de bois, accueil, etc. Toutes les fonctions sociales. Donc on voit une nécessité d'adapter les forêts et d'accompagner les écosystèmes dans ces changements pour tendre vers des forêts plus résilientes qui continuent de rendre tous leurs services. C'est un petit peu la matrice des options dans la forêt publique. Alors, quelques grands principes qui vont encadrer et qui bornent les actions, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aller au-delà, ça va être pris systématiquement en compte, que j'ai mis sous deux grands traits. Le premier, agir en contexte d'incertitude, c'est-à-dire diversifier. On l'a évoqué tout à l'heure, M. Severin, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. La diversité, elle peut être dans les approches, avec une approche assez classique, réactive, on l'a vu par rapport en réponse à des dépérissements. Une approche passive, volontaire, on laisse la nature se débrouiller. Et une approche proactive. Alors pourquoi? Pour essayer de s'inscrire dans un temps long, le temps long forestier. Donc c'est dès maintenant qu'il faut agir. Et aussi peut-être agir dans des écosystèmes où il y a encore, qui ne sont pas trop dénaturés par exemple par des dépérissements, où il y a encore des ingrédients de la résilience. Par exemple, c'est des propositions. Évidemment, diversifier les itinéraires sylvicoles avec à la fois de la régénération naturelle, faire quelque chose de la dynamique naturelle de façon systématique, des plantations, d'essences plus ou moins exotiques, diversifier les traitements notamment, et puis bien sûr diversifier les essences. Donc ça, c'est un de nos axes de nos bornes. L'autre, c'est agir en conservant des écosystèmes fonctionnels, en accompagnant les écosystèmes dans leur transition avec l'objectif de maintenir la biodiversité. On a évidemment vu que c'était un tout, le fonctionnement de la forêt, donc essayer de faire en sorte que cet écosystème il soit toujours fonctionnel. Ce qui est un facteur de résilience, évidemment. Ensuite, des diagnostics, donc des grands principes, des diagnostics qui vont préciser un petit peu tout ça, qui vont guider
à différentes échelles, pour faire des choix, par exemple grande échelle, pour faire des choix un peu plus stratégiques, pour des choix raisonnés, argumentés, c'est-à-dire quand on choisit de faire quelque chose ou de ne rien faire, que ce soit quelque chose à dessein, quelque chose sans regret, des choix sans regret, des diagnostics sylvicoles historiques, qui ont encore plus leur place, je pense, dans notre contexte de crise permanente. Donc les peuplements, évidemment, stations, sols, biodiversité, état sanitaire et les enjeux, donc la multifonctionnalité, auxquels on ajoute nos diagnostics sylvoclimatiques avec des outils perfectibles, mais qui traduisent aussi l'incertitude, mais qu'on ne peut pas, qui nous donnent des tendances qu'on ne peut pas ignorer. Donc l'idée, c'est à chaque fois, ce qui était déjà le cas finalement, avec, de cibler les essences à favoriser avec cette adéquation essence, haute écologie de l'essence, station, qui a bien sûr une dimension climatique, mais avec la dimension climatique future. Avec des outils, j'ai mis l'exemple de Climessence qui est celui, et Modèle IKS, qui est celui utilisé principalement en forêt publique. À partir de tout ça, à partir de ces diagnostics notamment, on peut définir des grands axes stratégiques, augmenter la capacité d'adaptation des peuplements, augmenter la résilience, limiter les facteurs de vulnérabilité supplémentaires des peuplements, des grands leviers sylvicoles d'adaptation à mettre en face, le renouvellement comme principal levier d'adaptation des peuplements au changement climatique, la sylviculture comme un levier pour favoriser plutôt des caractères de résilience, un peu des éléments de langage, mais c'est toujours intéressant de les partager. Et puis, le sol, capital de production essentiel à protéger et mieux appréhender, on l'a vu par l'intermédiaire des litières, notamment tout à l'heure, et veiller à l'équilibre sylvosynergétique, notamment en lien avec le renouvellement, qui est le principal levier d'adaptation qui est mis en évidence. Et on a un certain nombre d'actions associées qui sont mises en face de ces grands leviers, des actions plus spécifiques, et comme on est dans l'incertitude, parmi lesquelles sur lesquelles on va devoir pianoter avec un tableau de bord qui est beaucoup plus large, avec beaucoup d'indicateurs. Et je vous ai entouré, que j'avais mis en haut, la migration assistée, que j'avais mis dans des actions plantées, mais il y a des diversifications, enrichissements, on pourra même regrouper migration assistée, enrichissement. Voilà, diversifier toutes ces pratiques. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, on va dérouler un petit peu sur la migration assistée. Juste pour synthétiser un petit peu la démarche, une nécessité d'action, en tout cas de faire des choix, des diagnostics plutôt à grande échelle pour définir des axes stratégiques et des grands leviers sylvicoles d'adaptation, et une nouvelle phase de diagnostic plus contextualisée à l'échelle de l'opération et du contexte d'opération pour choisir les actions à mener et la mise en œuvre. Et bien sûr, tout ça, c'est bien borné par nos exigences qui sont diversifiées pour faire face à l'incertitude et travailler dans des écosystèmes fonctionnels. Si on propose des actions qui vont contre ça, forcément, on n'est plus dans notre multifonctionnalité souhaitée. Donc ça, c'était pour le cas de l'action, mais ça me semblait important pour essayer de comprendre pourquoi cette possibilité de migration assistée d'essences exotiques du même complexe d'espèces que l'essence en place, il nous semble particulièrement pertinent. Mais encore une fois, pas unique dans les actions qui vont être proposées. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu présenter les différents éléments de cette migration assistée et essayer de voir si c'est une option qui semble crédible. On a eu déjà pas mal d'éléments dans les précédentes interventions. Alors, excusez-moi. Déjà, le contexte qui était assez intéressant de cette réflexion en Auvergne-Rhône-Alpes, c'était par l'intermédiaire d'un groupe de travail piloté, Forêt Changement Climatique, piloté par la DRAF, où on a mis autour de la table forestiers, naturalistes, filière forêt-bois, pour définir des orientations d'adaptation en fonction des enjeux, et qui ont abouti, donc c'était assez récent, d'arriver à, entre guillemets, un consensus, ou en tout cas un document co-signé DRAF et DREAL, où alors c'est en petit et pas de très bonne qualité, mais où étaient mis en évidence des possibilités de migration assistée, et notamment dans des habitats
d'intérêt prioritaire, où on mettait en évidence, si on n'avait pas d'autres possibilités dans les essences de l'habitat, des essences du même genre que les espèces principales de l'habitat. Et ça, c'était quelque chose qui était, alors vous voyez tous les partenaires qui étaient autour de la table, c'était quelque chose qui est revenu de la part de presque tout le monde. Notre action de migration assistée, elle se place toujours dans un cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, c'est les arrêtés de matériel forestier de reproduction, alors là, l'annexe d'Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a un certain nombre d'essences exotiques, mais qui sont dans un complexe d'espèces d'essences autochtones. On va en prendre plusieurs exemples tout à l'heure, 2 exemples au moins. Dans le cadre des fiches conseils d'utilisation des ressources génétiques forestières, avec des illustrations en bas, et possiblement dans le cadre de dispositifs expérimentaux de tests en gestion que sont les îlots d'avenir et les dispositifs d'expérimentation de diversification en gestion. Ça, c'est le protocole qui était dans le cadre du plan de relance. Je ne vais pas développer ça, si éventuellement il y a des questions, on pourra le faire tout à l'heure. Donc ça, c'est notre cadre réglementaire. Alors, ces complexes d'espèces d'essences forestières, donc c'est des groupes d'espèces proches morphologiquement et phylogénétiquement, mais distinctes, mais elles sont étroitement... il y a des généticiens dans la salle, donc je les laisserai compléter si nécessaire, ou en tout cas corriger. Donc, concept étroitement lié à la définition d'une espèce. 2 exemples assez emblématiques. On a parlé des chênes blancs avec les 3... c'est une illustration avec les 4, la répartition des 4 principaux, pédonculés, sessiles, pubescent, tausin, mais il y en a 28 dans le complexe. Et puis celui qui m'intéresse un peu excusez-moi, particulièrement sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est avec des végétations d'étages montagnards, c'est celui des sapins méditerranéens dont fait partie l'Abies alba, le sapin pectiné, mais on voit qu'il y en a tout autour du pourtour méditerranéen, dont certains qui sont dans des conditions, qui poussent dans des conditions de sécheresse et plus thermophiles que notre sapin pectiné. Donc toujours sur ce complexe d'espèces, on a les membres d'un complexe d'espèces, ils échangent des gènes. Alors un exemple, encore une fois, sur les chênes blancs, où on voit là, les petits camemberts, c'est la part de chacun des 4 chênes blancs dans une forêt qui était mélangée en essence de chênes. Donc on voit un petit peu qu'il y a un partage, il y a un échange de gènes parmi ces espèces. Et c'est des essences associées en commun dans ces complexes d'espèces, c'est des essences associées dans l'écosystème. Si on prend l'exemple du Born-Müller ou du Nordman comme sapin, ils ont des chênes caducifoliés dans comme principale essence associée, ils ont des pins noirs, ils ont le pin sylvestre, ils ont des hêtres, alors là aussi, différentes espèces, mais ils ont des cortèges assez proches, en tout cas d'essences forestières. Si on veut décrire la migration assistée, donc c'est une stratégie qui vise à accélérer artificiellement la vitesse de migration des arbres et en introduisant des essences potentiellement plus adaptées aux conditions futures, donc essences plus thermophiles et résistantes à la sécheresse dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Et il s'entend, tout ça c'est la deuxième partie, là c'est la définition qu'on a mis dans ces orientations draft-réal. Il s'entend généralement dans le cadre d'essence d'un continuum écologique. Il s'agit de hâter un phénomène naturel qui pourrait se produire. Donc on se concentre là encore une fois dans des essences qui sont phylogénétiquement plus proches. Et c'est là où ça prend tout son sens. Alors, la migration assistée, elle est très liée, on l'a vu, avec les mécanismes d'hybridation qui peuvent être vus de différentes façons, comme une opportunité ou comme un risque. L'opportunité, donc, c'est de rechercher cette hybridation en tentant d'accélérer les mécanismes évolutifs que sont les flux de gènes et la migration, en installant des foyers avancés pour accélérer la dispersion des graines et la dispersion par le pollen. Donc ça prend tout son sens dans les complexes d'espèces. Accélérer la sélection naturelle en injectant de la diversité génétique avec des combinaisons génétiques potentiellement plus favorables aux conditions futures. C'est donc une hybridation comme opportunité d'adaptation, validée ou non par la sélection naturelle dans le milieu dans lequel on va le retrouver.
Les risques et les mesures de précaution. Alors, les risques, c'est souvent vu comme une pollution génétique, qui peut être réelle, hein. Enfin, en tout cas, il y a des introgressions. Donc, cependant, la réalisation effective de l'hybridation, elle dépend des mécanismes de dispersion, donc la distance à laquelle des pollens notamment et des graines, enfin des pollens, de la masse reproductive entre le peuplement local et la plantation et la diversité génétique de l'espèce introduite. Alors là, pour montrer un petit peu le niveau, alors là, je me place souvent par rapport au sapin pectiné, qui est une essence très présente et très diversifiée en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour montrer un petit peu la différence de masse reproductive, je vous ai donné deux, trois indicateurs de quantité de ce qui a été planté, toute essence confondue, en 2022, c'est 0,062 dans le cadre du plan de relance, par exemple, de la surface forestière. Donc, et c'est toute essence confondue, donc là il n'y a pas forcément, c'est pas que des essences hybridables avec le sapin pectiné. Mais c'est pour voir que la masse et les conditions dans lesquelles on plante, principalement enrichissement, trouée de faible surface, ça pondère un petit peu le côté pollution, en tout cas immédiate, que pourrait avoir cette introduction de sapin méditerranéen, voilà, dans nos sapinières pectinées. Donc c'est aussi limité par le respect des recommandations. On a dit qu'on était dans un cadre réglementaire, évidemment. Donc pour le sapin méditerranéen, il n'y a pas d'introduction à une distance de moins de 500 mètres des peuplements conservatoires de sapins pectinés. Et une utilisation, quand ils existent, préférentiellement, de vergers à graines qui garantissent une diversité maximum pour l'essence implantée. Alors après, quelques arguments pour parler de ce continuum écologique, en regardant quelques ordres. Donc, sur la communauté des champignons, c'est quelques études ONF ou ailleurs dans lesquelles j'ai pioché, la richesse, elle avait l'air plutôt fonction du type de peuplement qui introduit plusieurs paramètres, donc assez complexes, donc position, maturité, gestion, mais bon, bien d'autres choses, hein. C'est le tableau où on voyait quand même, donc avec une forêt native qui avait un nombre plus important, mais qui pouvait s'expliquer par le cortège d'essences c'était un mélange d'essences dans la forêt native, alors que les autres parquets c'était des monospécifiques par exemple. Oui. Et par contre, un cortège mycologique qui est proche dans les peuplements d'essences principales du même genre. Si on reprend, c'est le diagramme à droite, les deux chênes, deux chênes blancs, ils ont une composition qui est très proche. Les pins, même s'il y a une grosse diversité, ils ont une composition en partie en commun. Si je prends l'impact dans l'entomofaune, il semblerait quand même que la plupart des insectes ils soient oligophages. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inféodés simplement à une espèce, mais plutôt à un groupe d'espèces plutôt proches. Finalement, pour les espèces polyphages, ce serait un impact potentiellement faible. Bon, et pour les monophages, je n'ai pas trouvé de proportion de monophages hyper spécifiques dans la littérature. Je suis très loin d'être un expert en entomo, hein, soyons clairs. Alors un exemple qui est peut-être un peu dangereux, c'est celui dans le DSF, hein, c'est que les essences, les ravageurs, même les considérés comme entre guillemets spécialistes, ou en tout cas oligophages, ils sont partagés entre les essences, entre les essences d'un même genre, très souvent. J'ai mis quelques exemples en bas. Si on regarde un petit peu sur l'avifaune, des modifications, là encore une fois, c'est de communautés d'oiseaux qui sont en fonction de la composition et de la structure des peuplements, mais globalement mal connues. Donc là encore, un impact potentiellement faible de cette introduction d'essences proches pour les essences ubiquistes ou généralistes. Et puis, par exemple, pour les espèces, là encore une fois, qu'on appelle spécialistes dans l'avifaune, elles ne sont pas inféodées à une espèce, même pas à un genre, mais en général à des genres assez proches. J'ai pris l'exemple, là c'est une répartition du bec croisé du sapin. Il s'appelle bec croisé du sapin, c'est pas pour rien, mais il ne va pas que sur le sapin, voire il va sur beaucoup d'autres conifères. Bref, si je fais un peu la synthèse, on a bien une migration assistée d'essence d'un même complexe d'espèces que l'essence en place, qui semble une option crédible pour adapter le peuplement tout en assurant une continuité écologique. Il semble quand même que le comment introduire, donc les modalités et
l'interpénétration des actions qu'on va mettre en œuvre, elle soit plus importante que l'intégration en elle-même de l'espèce. Donc c'est le comment on va faire cette migration, comment on va faire nos mesures d'adaptation, comment on va les agencer entre elles. Donc, et tout ça, ça rentre quand même bien dans le cadre qui est un peu conceptuel, mais qui se veut de plus en plus opérationnel, en tout cas dans les mesures qui sont annoncées dans notre cadre d'action dans les forêts publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes. Si je prends juste, je conclus, juste un exemple, un petit peu ce que ça voudrait dire, si je veux prendre un exemple concret de trajectoire. Alors là, c'était des exemples que j'avais fait plutôt pour le Massif central, c'est-à-dire dans une sapinière. Alors là, c'est une sapinière du montagnard pectiné plutôt irrégulière, avec des prélèvements ou un dépérissement diffus, c'est plutôt ce qu'on observe actuellement, et introduire nos sapins méditerranéens tout en faisant, je ne sais pas si vous voyez les petits arbres, pas rentrer dans le détail, mais du renouvellement, de la régénération naturelle, faire en sorte que la dynamique naturelle s'exprime. Même si on fait une bêtise, on a quand même 30 ans avant que ça fructifie, hein, ces sapins méditerranéens, par exemple. Ensuite, il y avait la même chose dans un volet plutôt paissière monospécifique, toujours à l'étage de la sapinière, où on pouvait aussi essayer de faire en sorte de garder les ingrédients de notre peuplement. Donc là, c'est être plus proactif. Les ingrédients de la résilience de notre peuplement, une structure, un microclimat forestier, pour essayer d'introduire des essences qui semblent intéressantes pour les conditions à venir, et qui sont proches d'essences naturelles, de l'habitat, et encore une fois, mettre en avant la dynamique naturelle. Donc voilà. Je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci. Donc merci pour cette présentation très pédagogique. Je pense que tout le monde a apprécié la qualité des illustrations, des exemples que vous avez présentés sur les chênes et surtout sur les sapins. On voit aussi que cette migration assistée, que ce n'est pas la seule solution que vous expérimentez, mais qu'elle s'intègre avec un ensemble d'autres possibilités au niveau de modes de sylviculture aussi. Est-ce que la sylviculture irrégulière, avec des peuplements mélangés et des classes d'âge mélangées, en fait partie aussi? Bien sûr qu'elle en fait partie, comme d'autres modes de sylviculture. Hein, c'est le concept de mosaïque de la forêt mosaïque, qui peut s'entendre à toutes les échelles, hein, la taille de la mosaïque. Mais bien sûr que ça en fait partie, mais la sylviculture irrégulière spontanée, quand on parle de dépérissement, ça n'existe pas. Donc il va falloir avoir un panel plus large mais quand je parlais de conserver les ingrédients de la résilience, il y avait un peu de ça quand on a des peuplements. Alors c'est hyper facile pour de la sapinière où c'est un rythme qui est très naturel, mais voilà, ça fait partie en tout cas des actions. Hein, j'ai pas défilé toutes les actions qu'il y avait en orange, hein, mais diversifier les modes de traitement en fait partie. Non, mais je pense que c'est important de le dire quand même. Voilà. Donc... Il y a des questions. Alors oui, on va 1 et 2. Je reviens sur la date. Alors j'avais une question parce qu'on a vu donc les études d'impact sur les oiseaux et sur les invertébrés. Est-ce qu'il y en a qui sont prévues, qui ont été faites chez les reptiles et amphibiens, qui sont quand même très dépendants du climat au niveau hydrique et thermique, et qui peuvent pas tellement se déplacer, qui sont souvent étudiés comme sentinelles de la biodiversité? Est-ce que ça a été fait ou est-ce que c'est prévu? Alors, je suis vraiment désolé, mais là, ça dépasse mon champ de compétences et je ne pourrais pas répondre à cette question. En tout cas, moi, je ne l'ai pas regardé, mais peut-être qu'Erwin aurait des éléments de réponse. Désolé. Oui, juste un élément de réponse. Oui, on a prévu, dans les îlots d'avenir où il y a des essences peu connues, de les accompagner avec des protocoles de mesure qui incluent aussi des reptiliens, des micromammifères, la faune-flore, etc. Hein, entomofaune. Merci. Ouais, c'est un commentaire plutôt qu'une question. Alors, commentaire assez rapide. Très rapide. C'est juste pour dire que cette thématique-là de l'hybridation et de l'adaptation par migration, c'est vraiment un front de science.
Donc là, il y a un projet européen, il y a un projet ANR, il y a une thèse qui commence là-dessus, et on n'a pas forcément toutes les réponses. Il y a des maladaptations qui peuvent arriver. En fonction effectivement de la quantité de sapins méditerranéens qui va être introduit, les réponses pourraient être différentes. Et bon, c'est vrai que les 500 mètres au niveau des zones au niveau des unités de conservation, c'est bien, mais moi je dirais dans toutes les zones un peu protégées, enfin, dans les Pyrénées, dans certaines parties des Alpes, il y a vraiment quand même une prise en compte. Enfin, il faut faire attention, quoi. Voilà. Et on n'a pas toutes les réponses encore aujourd'hui. Et évidemment, j'ai pas précisé parce que c'est pas des cadrages réglementaires, mais quand on est dans des zones des habitats d'intérêt prioritaire, il y a toujours et en zone Natura 2000, des partenariats, enfin en tout cas des échanges qui sont nourris entre les forestiers, etc., quand il y a ce genre de possibilités. Et là, pour le coup, ça se fait jamais dans le cadre de façon proactive. C'est plutôt en réponse à, et en fait, j'ai même pas d'exemple actuellement. C'est vraiment pas les zones où on privilégie. Et encore une fois, ça s'inscrit pas comme une action unique. Oui, et moi, du coup, aussi un autre commentaire. En plus d'être un front de science, il y a quand même un enjeu sur la traçabilité de ce qu'on fait. Et je pense qu'actuellement, on est assez mauvais les uns et les autres pour avoir des données tracées sur le long terme. Et ça, c'est quand même important. Deuxième truc important, c'est les semences. Récupérer les bonnes semences, pouvoir faire ça sur le temps long, c'est des choses qu'on ne sait pas très bien faire non plus, du fait à la fois de la décision politique, du temps politique et des subventions. Donc il y a tout un contexte, je pense, socio-économique autour de ça qui fait qu'il faut quand même être très prudent avec ces solutions-là. Et pour conclure sur quelque chose, moi, qui me semble intéressant, il faut quand même voir que la plantation en forêt française, ce n'est pas quelque chose qui est fait sur de très larges surfaces. Il me semble que les forêts de plantation, c'est quelque chose comme 12-13% de la forêt française. Et du coup, il ne faudrait pas oublier de travailler sur la régénération naturelle, qui est quand même une option qui est largement à ne pas négliger avec la sylviculture derrière pour augmenter la résilience des forêts en France. Alors, sur la traçabilité, déjà, on est en train de mettre en place, parce qu'en plus c'est une exigence réglementaire, un outil de suivi des plantations pour maîtriser bien plus qu'on l'a fait par le passé les origines de ce qui est implanté en forêt. Donc ça, c'est en cours. Hélène pourrait compléter si nécessaire. Sur la régénération naturelle, encore une fois, j'ai montré les exemples, c'est 0,062% qui a été planté. Enfin, je veux dire, c'est très loin d'être un rythme de renouvellement d'une forêt. Hein. On privilégie encore plus dans les zones qui ne sont pas identifiées comme les zones les plus vulnérables, la régénération naturelle et la sélection naturelle comme moteur d'adaptation génétique pour nos peuplements. Et c'est ce que j'ai aussi essayé de montrer, que même dans le cadre de la migration assistée, c'est le comment qui pourrait être important et de l'associer au cortège en place. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un autre élément, sur les graines, sur les provenances, etc. Si je prends l'exemple, encore une fois, des sapins pectinés, il y a des vergers à graines, enfin des sapins méditerranéens. Il y a des vergers à graines, donc c'est pas ma spécialité, mais je suppose que c'est quand même là où on peut avoir une variabilité génétique la plus intéressante. Alors c'est le cas pour le Bornmuller et le Céphalonica de mémoire. Le Nordmanniana, il est prévu uniquement en accompagnement. Je n'ai pas précisé ce genre de choses, donc c'est forcément sur des moins de 40% de la surface plantée. Enfin, il y a encore une fois, on est dans le cadre réglementaire qui, j'espère, nous met des garde-fous, quoi. Voilà. Et est-ce que vous excluez les sites Natura 2000 de vos expérimentations? Comment? Est-ce que vous excluez les sites Natura 2000? Alors, théoriquement, quelle est votre position? Théoriquement, alors c'est pas là c'est plutôt des tests en gestion et c'est des choses qui peuvent être faites dans le cadre qui doivent être suivies, mais c'est en gestion. Théoriquement, il n'y a pas de contre-indication, mais en se mettant dans les orientations qui ont été faites par la DRAFDREAL, en disant que c'est pas la solution numéro 1, vu qu'on est censé garantir un habitat, donc on va d'abord aller piocher dans les autres espèces de l'habitat, et là c'est juste pour les zones dépérissantes et vulnérables. Donc c'est vraiment pas là où il y a un investissement le plus proactif pour
pour faire évoluer la composition. Néanmoins, c'est aussi des zones où va y avoir potentiellement un problème pour le sapin pectiné à certains endroits. Non, mais donc c'est des espaces où on peut imaginer d'autres possibilités. Enfin, pour information, au niveau du CSRPN Grand Est, on a donné un avis défavorable à ce qu'il y ait de telles expérimentations dans les sites Natura 2000. Pour information.